Bonsoir à toutes et tous. J'ai pour habitude souvent d'attendre alors pas le quart d'heure Poitevin, il ne faut pas exagérer, qui existe aussi partout. D'ailleurs, avant, quand j'étais à Bordeaux, c'était le quart d'heure bordelais, pardon. Mais j'ai l'habitude d'attendre 5 minutes. Mais nous avons beaucoup de points à aborder ensemble. Donc, je vais tout de suite entamer les choses. Et tout d'abord, vous remercier d'être avec nous ce soir pour cette table ronde qui est organisée dans le cadre d'une journée d'études du CESCM, le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, qui se tiendra demain à l'espace Mendès France, dans cette même salle, et qui portera sur les représentations, perceptions et théories météorologiques médiévales, dont vous le voyez, un thème très proche du sujet qui nous réunit ce soir, bien que nous embrassions pour cette table ronde une période plus grande. Je vous propose que nous voyions ensemble comment, à travers les siècles, les perturbations climatiques, météorologiques ont pu être perçues, expliquées, voire même tentées d'être maîtrisées. Alors, nous nous attarderons bien sûr seulement sur quelques exemples, mais pris à différentes périodes. On va dire qu'on va aller du 5e siècle à la fin du 18e, en faisant parfois quelques parallèles avec des périodes plus récentes. Et pourquoi s'arrêter vers la fin du 18e ? C'est le moment un petit peu où la météorologie a pris son essor, où elle s'est structurée d'une façon, ce qu'on appelle la météorologie moderne parfois. Alors ça s'est bien sûr fait progressivement, jusqu'à ce qu'on ait les ordinateurs et les satellites, par exemple, qui ont changé profondément la façon dont les prévisions sont menées. Mais on peut remonter bien plus tôt avec des instruments qui ont permis de réaliser des mesures de paramètres en de multiples endroits, la température, la pression, l'humidité, le vent, et des stations météorologiques, de mesures qui se sont peu à peu structurées les unes les autres. Pour citer une date, puisque nous avons un Belge parmi nous ce soir, 1833, c'est l'Observatoire royal de Belgique qui commence, si je ne me trompe pas, ses observations météorologiques 4 fois par jour, par exemple. En 1850, c'est la Société météorologique de Londres qui est fondée. Donc à ce moment-là, il y a un petit peu un changement, je pense qu'on peut dire, dans la météorologie et dans la façon dont on perçoit également peut-être la météo. Alors avant de bénéficier de cette structure là, ces instruments-là, cette vision globale également. Comment nous vivions les intempéries, les sécheresses? Quelles explications en donnait-on? Quelles descriptions en faisions-nous? Mais également, quelle mémoire en avait-on avant de faire toutes ces mesures et ces graphes que nous connaissons aujourd'hui? Alors, à la lecture de textes anciens, d'archives de toutes sortes, il faut bien sûr se remettre dans le contexte de l'époque, je le rappelle d'ores et déjà, dans les façons de penser d'alors, mais on le redira certainement durant cette table ronde. Par exemple, c'est un exemple qui m'a marqué, se dire que certains paysans à l'époque carolingienne croyaient que les nuages d'orage étaient des nefs volantes pilotées par des marins voleurs de récoltes, prêtes forcément aujourd'hui à sourire. Surtout avec cette précision qu'ils marchandaient avec des tempestaires, dont nous reparlerons, et qu'ils allaient ensuite dans une région céleste qui s'appelait imaginaire, bien sûr, qui s'appelle la Magonie. Alors je résume dans des très grandes lignes, bien sûr, mais c'est assez drôle. On pourrait y voir un petit peu presque qu'on appellerait de nos jours une fake news. Bien sûr, j'utilise un terme qui ne va pas du tout pour l'époque, mais en tout cas, il faut se rappeler qu'on est dans un régime de rationalité qui n'était pas le nôtre, et d'ailleurs, il y avait différents régimes de rationalité dans la société, bien entendu, à cette époque-là. Alors, cela prête à sourire, disais-je, et pourtant, Dieu sait combien, aujourd'hui encore, les phénomènes célestes nous interpellent, nous inquiètent, nous sidèrent, nous divisent, et que nous avons aussi tout un tas de réactions différentes. Si au Moyen-Âge, on pouvait s'en prendre à des tempestaires qui auraient provoqué la grêle, je me permets un parallèle avec ces personnes qui, tout récemment, s'en sont pris aux météorologues pour critiquer les cartes de température, vous l'avez peut-être vu passer, qui décidément ont des couleurs bien trop vives, bien trop vermeilles en période de canicule, sans soi-disant s'appuyer sur, en changeant finalement les couleurs d'une carte à l'autre, dans le seul but d'insuffler, bien entendu, la peur. Voilà. Bon, c'est bien sûr des personnes climato-sceptiques qui voyaient d'un mauvais œil ces cartes-là. Mais bref, nous avons, je pense, beaucoup à apprendre de l'histoire sociale de nos rapports avec le beau et surtout le mauvais temps. Et avec nous, pour en parler, à cette table ronde, je vais faire dans l'ordre. Joël Ducos, professeur de linguistique et de philologie médiévale à Sorbonne Université.
Anouchka Avazak, maîtresse de conférences en littérature française à l'Université de Poitiers et co-responsable du séminaire Perception du climat à l'École normale supérieure. Elle nous apportera notamment cette touche 18e que j'évoquais, puisqu'elle est entourée de personnes qui sont plus spécialistes du Moyen-Âge. Et puis Jean-Pierre Devray, qui est professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. Et à mes côtés, pour co-animer cette table ronde, en apportant justement le regard plus actuel sur des considérations du passé que je citais, et bien, en nous rappelant aussi quelques bases, c'est important, sur le climat et la météo. Jean-Philippe Forestier, qui est, je vais vous présenter comme chasseur d'orage en premier lieu, pourquoi pas, et prévisionniste en local pour le département de la Vienne avec l'application mobile PréviPlus. Peut-être que certains d'entre vous ici l'utilisent. Eh bien, Jean-Pierre Devray s'occupe des prévisions pour la Vienne. Jean-Philippe Devray, pardon. C'est vrai. Forestier. Oui, je suis en train de mélanger Jean-Pierre Devray. Pardon. J'ai un gros souci avec les prénoms, je vous préviens. Voilà, et toutes mes excuses. C'est incroyable. Bon. Et justement, j'ai commencé à parler de phénomènes météorologiques et de phénomènes climatiques. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, on s'en est pas trop embêté dans le titre. On a mis face au désordre climatique, alors qu'on va bien parler également de phénomènes météorologiques. Donc, est-ce que pour commencer, Jean-Philippe, tu pourrais nous faire une petite définition sur ce qu'est le climat et ce qu'est les météos? Alors, bonsoir à tous. Donc la météo, donc la météorologie, c'est la science qui permet de prévoir le temps. Pour ce faire, on observe l'atmosphère en mesurant la température de l'air, l'humidité, la pression ainsi que le vent. Toutes ces données, variables météo, sont compilées dans des supercalculateurs, grâce à des modèles de prévision numérique du temps et par l'expertise de météorologues et des prévisionnistes, on arrive à anticiper l'évolution de ces paramètres jusqu'à plusieurs jours, voire jusqu'à plusieurs mois avec les tendances saisonnières. À la différence, la climatologie, c'est une science de l'étude du climat qui correspond à une moyenne des conditions météorologiques sur une période dite référence, généralement comprise de 30 années successives. Donc là, par exemple, cette année, quand on dit qu'il a fait 35 degrés ou 40 degrés à Poitiers et qu'on était 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison, c'est basé sur la période 1990-2020. Donc voilà la différenciation à faire entre la météorologie, qui est la prévision, et la climatologie, c'est l'étude du climat sur plusieurs années. Alors, comme on parlera surtout de perception, d'interprétation de phénomènes météorologiques, j'aimerais quand même commencer par justement la question du climat. Alors, je sais que c'est dans une bien moindre mesure, et je te laisserai nous le rappeler, que le changement climatique, mais il y a eu des périodes par le passé que vous connaissez peut-être, l'optimum climatique médiéval, suivi par le petit âge glaciaire. Est-ce que les contemporains de ces phénomènes-là ont pu percevoir d'une quelconque manière ces changements, donc pour le coup climatiques? Est-ce qu'ils en parlent dans certains textes ou pas? Première question, dont la réponse va peut-être être très rapide. Oui, moi je veux bien commencer. Donc en fait, en tout cas les textes que je pratique, peut-être que vous direz des choses un peu différentes, il n'y a aucune conscience d'un changement climatique. En revanche, il peut y avoir une conscience d'un changement des temps, mais c'est-à-dire au sens biblique du terme. Et c'est ce que l'on trouve par exemple dans Eustache Deschamps, qui justement, constatant qu'on est dans une période épouvantable, explique que l'on est du côté d'une dénaturation. C'est-à-dire qu'en fait, le temps se modifie, la société se modifie, tout se perd d'un point de vue moral, savoir et météorologique. Et donc, on est du côté d'un topos qui est plutôt celui de la fin des temps. Mais inversement, moi j'ai lu quelques textes où il y avait des relevés justement sur le temps qu'il faisait, et ce n'est jamais dans l'idée qu'il y a une modification climatique au sens où on l'entend actuellement. De toute manière, ce qu'il faut préciser, c'est que climat, météorologie ne désigne pas du tout la même chose dans les textes médiévaux par rapport aux textes contemporains, puisque le climat, c'est plutôt une notion astronomique et pas du tout une notion comme celle que vous venez d'expliquer. Et quant à météorologie, c'est un terme emprunté au grec, et en fait, c'est un terme qui désigne un livre d'Aristote. Donc,
on a par conséquent une désignation des phénomènes météorologiques qui va se faire d'une autre manière. Alors parfois avec des dénominations qui se trouvent dans des textes savants comme les passions de l'air ou les impressions de l'air, et puis parfois avec d'autres expressions, mais ça je pense qu'on en reparlera au cours de ce débat. Anouchka Vazak ou Jean-Pierre Devray? Dans l'ordre chronologique, disons d'abord que à partir du 8e siècle, on a un certain nombre d'annales et de chroniques tenues principalement par des moines ou dans l'entourage immédiat des souverains. Et ces annales servent de support à la notation d'événements extraordinaires. Donc on aura telle année, l'hiver a été très fort. Quand on a de la chance, l'hiver a été très fort et les récoltes suivantes ont été mauvaises. Quand on a encore plus de chance et beaucoup de gens sont morts. Donc la notion d'avoir une mémoire écrite des aléas est une notion qui est tout à fait présente, et les gens sont capables aussi d'avoir un certain regard sur le passé, mais qui n'est pas la traduction de ce qu'on pourrait appeler un changement climatique. On va prendre une source du IXe siècle qui est l'histoire des fils de Louis le Pieux. Donc Louis le Pieux est mort en 840, et à la mort de Louis le Pieux, les 4 fils se sont battus. Il y a eu une longue période de guerre civile, avec notamment les fameux serments de Strasbourg, etc., qui ont finalement amené à la naissance des grands États européens. La France, l'Allemagne naissent à ce moment-là. Alors, Nithard, dans l'histoire des fils de Louis le Pieux, dit que ça a été une période exceptionnellement mauvaise du point de vue du temps, mais dans son esprit, cette remarque-là n'est pas une remarque de climatologue, c'est une remarque qui est liée à la relation analogique qu'on fait entre le comportement des rois en particulier et la nature, le fonctionnement de la nature. Donc j'ai consacré en 2019 un livre qui s'appelle « La nature et le roi », qui tourne autour de cette idée. Donc vous devez imaginer qu'il y a une dimension cosmologique qui fait qu'on va interpréter des événements extrêmes d'une manière qui est une manière de comprendre ou de présenter une rationalité, une causalité et un lien de cause à effet. Mais c'est évidemment tout à fait trompeur. Alors, c'est passionnant parce que avec les écosciences, on peut comparer ces éléments de perception et de notation, par exemple avec les séries dendrologiques qui donnent la température et l'humidité année par année, hein, en fonction des cercles de croissance des arbres. Et donc on peut voir quand il y a un décalage, quand il n'y a pas de décalage, et quand finalement, c'est ce que j'avais essayé de comprendre en 2019, c'était maintenant qu'on a cet instrument-là, qu'on a le thermomètre, est-ce qu'il y a un médecin qui a dit qu'il y avait la fièvre? Et en fait, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque ça entre dans un système du monde qui est compliqué, qu'il faut respecter dans sa propre rationalité, qu'il ne faut pas considérer comme non scientifique, et qui permet en fait d'être au monde, de se situer par rapport plutôt au mauvais temps qu'au beau temps. Parce que je ne connais pas, c'est très rare d'avoir des remarques disant les récoltes ont été particulièrement abondantes. Oui, on le dit quand elles ont été très mauvaises, parce qu'on dit Dieu, la providence divine s'est montrée à nouveau favorable et les récoltes ont été bonnes. Merci. Anouchka Vazak.
Merci beaucoup. Oui, en effet, le titre de la rencontre de ce soir, c'est Perception et croyances au fil des siècles. Et en effet, quand on parle de perception et croyances, on est du côté de, je ne sais pas s'il faut dire culture populaire, on n'est pas du côté du discours savant, mais pour le siècle qui m'intéresse, en fait, le 18e, il y a vraiment des rencontres entre ces deux modes, si vous voulez, de lecture du temps qu'il fait et du désordre climatique. On va certainement parler du mot désordre. Et on a en France la chance d'avoir, par exemple, les registres paroissiaux qui donnent beaucoup, beaucoup d'informations sur la perception, les perceptions de certains phénomènes climatiques extrêmes ou météorologiques, il faudrait dire en l'occurrence. Je pense à un événement dont je crois on va parler, qui est l'orage du 13 juillet 1788, qui a été perçu par les populations. Alors c'est un orage qui a traversé, c'est un orage à grêle. C'est pour ça qu'il a fait vraiment de gros dégâts sur les récoltes, à une époque où évidemment les sociétés, les populations étaient dépendantes totalement des aléas climatiques. Et cet orage a traversé la France jusqu'à la Flandre, d'ouest en est, depuis presque Poitiers, je crois, on disait. On le verra, je pense, je l'ai mis sur le diaporama. J'ai une diapositive de. Oui. C'est après, bien après. C'était peut-être avant. La carte de Buach. En fait, alors ça, justement, c'est une carte faite par des savants de l'Académie des sciences. Va plus loin. Alors, je crois qu'on l'a vu passer, il me semble. On la remettra. La carte de Buach, c'était... Non, c'était pas celle-là. Regarde, c'est celle-là. Enfin, on voit l'orage en deux bandes. Ah, oui, si, je l'ai, mais c'est après. Voilà, voilà, on l'a vu là. passer, Oui, c'est là, ça. voilà, pardon, c'est bon. Voilà. Celle d'après, c'est l'analogie avec le 26 juillet 1983 sur le même couloir. Oui, et là, on voit bien que la dégradation, comme bien souvent, donc en fait, on avait affaire à un déréco. Je ne vais pas rentrer dans les terminologies, mais quand l'orage parcourt une certaine distance, là en l'occurrence plus de 400 km, c'est un déréco. Donc c'est des orages les plus extrêmes qui puissent exister sur l'Europe de l'Ouest. Et là, ils sont partis. Apparemment, moi j'avais pris la rétrospective, c'est parti au niveau des Landes. Au niveau du bassin d'Arcachon, mais un peu plus au nord, au niveau du bassin d'Arcachon, et ça a été jusqu'aux Flandres, effectivement. Et alors, cet orage-là, vous avez une lecture savante, je ne veux pas dire scientifique, d'académiciens des sciences qui ont, à partir des témoignages des populations qui ont été recueillis principalement dans les registres paroissiaux, qui ont donc pu reconstituer le trajet de cet orage. Et quand on lit les mémoires qui ont été tirées de ces... Enfin, il y a eu plusieurs mémoires sur l'orage du 13 juillet 1788, donc mémoire d'académiciens des sciences, et les paroles des paysans ou des curés bien font état de cette même sensation, impression d'apocalypse. Et par exemple, ils insistent beaucoup sur l'obscurité, sur une idée de fin du monde. Et j'ai remarqué d'ailleurs que très souvent, l'obscurité était un point important dans ces perceptions. On a un autre... au début du XVIIIe siècle, il y a un autre événement majeur, là c'est sur les îles britanniques, c'est ce qu'on a appelé la Grande Tempête en 1703, The Storm, qui a fait l'objet d'un... Alors tout ça avec des majuscules, The Storm. Ça a fait l'objet d'une enquête vraiment très très rigoureuse de Daniel Defoe, l'inventeur de Robinson Crusoe, qui a recueilli là aussi les témoignages des habitants. Alors là aussi, c'est une impression de fin du monde, d'événements qu'on n'a jamais connus. Et c'est très très lié à l'idée aussi d'un châtiment divin, par exemple. Oui. Juste pour dire que par rapport à la carte de Buach, déjà en 1186,
on a un couloir de tempête qui va de la Normandie jusqu'à la Flandre. Et les chroniqueurs énuyés donnent précisément l'endroit où ça passe, le type de phénomène. On en parlait en mangeant. La manière de qualifier la taille des grêlons, c'est quelque chose qui est attesté dans la littérature médiévale depuis le 7e, 8e, 9e siècle. Et en fait, ça n'a pas tellement changé. L'œuf de poule, on le retrouve aussi bien en 950 qu'aujourd'hui. Il n'y a que la balle de tennis, finalement, et l'orange, qui sont plutôt remplacés par l'œuf d'oie, dans le cas de l'orange. Ah oui, voilà justement une règle pour qualifier la taille des grêlons avec l'œuf de poule qui est tout à droite, qui a été cité. Mais donc, s'il intervenait, mais on y reviendra plus tard, c'est que il ne faut pas imaginer qu'on a une période scientifique à partir du XVIIIe siècle et une période non scientifique avant. Donc les chroniqueurs énuyés, ils ont lu les encyclopédies, la grande vague d'encyclopédies du XIIe siècle. Ils sont imprégnés par la science arabo-grecque et donc ils sont parfaitement capables d'avoir une approche des phénomènes qui est une approche que nous qualifierions scientifique. Simplement, ils font une différence entre le pourquoi et le comment. Le pourquoi, c'est ce qu'on appelle les causes premières. Et dans une philosophie moniste, c'est-à-dire donnant une seule cause à toute chose, c'est Dieu. Et le comment, c'est une infinité de possibilités de comment. Ça peut être une sorcière, mais ça peut être aussi la lecture d'Aristote et de la manière dont le grêlon se forme sous la forme de gouttes d'eau avec du froid et du vent. C'est quelque chose qui est toujours à peu près valable pour définir ce que c'est qu'un grêlon. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Il faut vraiment, quand on est du XXIe siècle, se débarrasser de cette idée que la seule rationalité possible en tant que système de rationalité, c'est la rationalité contemporaine scientifique. Alors, je propose qu'on revienne justement peut-être dans un tout petit temps sur ces causes premières et causes secondaires et sur les explications qui sont données à ces phénomènes. Comme on parlait de termes, j'avance un tout petit peu, mais voilà, comme on commence à naviguer dans la trame, et c'est très bien. Comme on parlait de termes et que Anouchka Vazak, vous l'avez évoqué, et j'ai envie tout de suite forcément qu'on y revienne, on reparlait du titre et de ce terme de désordre qui a été choisi pour le titre. On parle de dérèglement climatique, en dehors du fait de parler de changement aujourd'hui. On pourrait parler aussi, pourquoi pas, de dérangement. Un petit mot sur ces termes-là pour rester encore un petit peu en lien avec le climat que j'évoquais au début avant de l'écarter. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi le mot désordre. C'est intéressant, désordre climatique. Alors, je laisserai peut-être Joël répondre là-dessus. En fait, parce que on s'était dit que le monde médiéval, en tout cas, et il y a un idéal dans le monde médiéval qui est l'idée qu'il y a un ordre dans l'univers, et un ordre qui est du côté de la stabilité. Et de toute façon, le phénomène météorologique est un phénomène qui, en soi, est un élément de désordre, puisqu'il intervient, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, même s'il y a des systèmes de prévision, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de rationaliser, donc il y a des systèmes de prévision astrologiques, par les oiseaux qui passent, par toutes sortes de systèmes, mais en tout cas, ce phénomène météorologique, surtout quand il est violent, on n'est pas capable de le prévoir, il arrive et il apparaît en dehors de toute règle. C'est justement en quoi, d'ailleurs, c'est la force de l'aristotélisme, parce que l'aristotélisme donne une impression d'ordre dans ce qui est du désordre. Et c'est pour ça que cette question du désordre est tellement importante. C'est-à-dire que le désordre, ça suppose que l'univers est en état de danger, qu'il y a quelque chose qui est dit
par ce désordre, par le fait qu'on n'a plus l'ordre habituel, qui peut être un ordre cyclique des saisons, ou par le fait qu'il y a des phénomènes, mais qui ne sont pas des phénomènes intenses. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que généralement, les phénomènes météorologiques qui sont décrits sont des phénomènes qui sont exceptionnels, parce que sinon, ils ne sont pas décrits. La pluie de tous les jours et la bruine n'intéressent personne. Mais en revanche, le vent atroce qui détruit tout, y compris le clocher de l'église, la foudre qui tombe et toutes sortes d'éléments de ce type, ça, c'est intéressant. Ça fait peur et on dit qu'on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et dans Le Bourgeois de Paris, par exemple, on se moque des clercs enflés de science qui n'ont pas été capables de prévoir qu'il pouvait y avoir un changement de temps, justement. Donc on est vraiment dans cette perspective-là, c'est-à-dire le phénomène météorologique, c'est le perturbateur. Et d'ailleurs, on utilise souvent le terme de perturbatio, de tourbatio, à propos justement du phénomène météorologique. Voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé. Oui, mais justement, non, c'est un mot intéressant puisque aujourd'hui, le mot qu'on emploie, nous, c'est dérèglement climatique. Et d'ailleurs, très vite, en fait, on passe de, comment dire, aujourd'hui, quand il y a par exemple une période de canicule ou une petite séquence froide, on a vite fait de mettre, peut-être parfois trop vite, de mettre ça sur le compte du dérèglement climatique. Alors que, comme tu le disais, le temps qu'il fait, c'est quelque chose quand même qui est aléatoire, même s'il y a des règles, évidemment. La météorologie est une science, mais les météores, à l'époque d'Aristote déjà, appartiennent au monde sublunaire, je crois. C'est-à-dire instable, c'est l'instabilité, c'est le changement matériel permanent. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, en effet, le mot désordre est intéressant parce que quand on regarde le mot ordre, pour essayer de comprendre désordre, dans le mot ordre dans le dictionnaire, ça vous renvoie à ordre naturel, harmonie de l'univers, ordre divin, etc. Donc, c'est tout à fait bien choisi. Mais il y a un autre mot qu'on pouvait employer, disons, qui a été employé notamment par un historien du climat qui s'appelle Emmanuel Garnier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les dérangements du temps ». 500 ans, je ne sais plus comment était le titre exactement, 500 ans d'histoire du climat, enfin voilà, sur les 500 dernières années. Et donc lui, il emploie le mot dérangement. J'ai cherché dans son livre et ailleurs d'ailleurs pourquoi il avait employé ce mot. On sent que c'est une expression ancienne, mais je n'ai pas trouvé l'origine exactement. En tout cas, c'est un mot qu'on pouvait en effet employer, dérangement du temps. Et il y a d'ailleurs un auteur, je crois, qui est indien, qui s'appelle Amitav Ghosh, qui a écrit un livre récemment, je crois que c'est en 2011, qui s'appelle « Le grand dérangement, d'autres récits à l'ère de la crise climatique ». Donc le mot dérangement, on peut visiblement encore l'employer pour désigner ce que nous appelons plus volontiers dérèglement. Et quand on dit dérèglement climatique, on a l'idée non pas justement d'une modification de l'ordre, mais d'une machine qui serait justement plus en état, qui ne fonctionnerait pas normalement. La métaphore derrière, c'est la mécanique, la machine. On ne fait plus référence évidemment, à un ordre divin. Et dérangement rapproche peut-être justement de ce que ça fait à l'être humain directement. Ça dérange l'homme. C'est vrai, voilà, tout à fait. Alors que... Tout à fait. L'impact sur les sociétés en particulier, tout à fait. Le fait qu'on parle d'une vision d'une stabilité climatique et donc de ce désordre par rapport à cette stabilité, ça m'invite à faire un petit point qui peut sembler une aparté, mais qui me semble important, puisque j'ai évoqué à la fois le petit âge glaciaire et ce fameux optimum climatique médiéval qu'on a beaucoup entendu citer justement par les climato-réalistes, qui sont des climato-sceptiques qui reconnaissent par exemple qu'un changement climatique, mais qui disent qu'il a déjà eu lieu auparavant. Et donc c'est intéressant de se dire, mais est-ce qu'il y a quand même eu vraiment un changement important et qu'il
n'a pas été décrit ou perçu, ou est-ce que ce changement était peut-être à relativiser? Et là-dessus, justement, vous vouliez nous parler d'une étude qui est sortie assez récemment. Alors, pour dire déjà quand même que c'est déjà démontré que cet optimum climatique n'était pas aussi important que les climato-sceptiques veulent le présenter. Mais en plus, il y a une étude qui atteste que c'était encore plus faible apparemment que ce qu'on imaginait. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Oui, donc en fait, j'ai fait une petite recherche récemment et des scientifiques ont fait des études en 2023. Donc c'est l'université de Louvain en Belgique. C'est le climatologue Hugues Gousse qui a fait une reconstitution sur base de cernes d'arbres, de pins, notamment en Norvège et en Suède. Et il a fait 50 millions d'échantillonnages sur ces cernes. Et il s'est aperçu que, alors, avec cette analyse-là, ils ont analysé les résultats sur des modèles climatologiques. Et ils se sont aperçus qu'en fin de compte, l'optimum n'a pas été réellement ce qu'il a été perçu à l'époque. Donc, il y aurait eu probablement alors, des températures... Pas à l'époque médiévale, Oui. mais à l'époque Oui. des premières études, je Oui, précise. oui, Voilà. oui, c'est ça. Si vous voulez intervenir également. Juste pour contextualiser, en fait, la première fois dans l'histoire des sciences au XXe siècle où on a parlé d'un changement climatique, c'est avec l'optimum médiéval et avec quelqu'un qui s'appelait Lamb, dont le livre a eu un succès extraordinaire, un retentissement scientifique. Mais bon, il y a peut-être deux remarques à faire. D'abord, dans le domaine des cercles de croissance, en fonction des arbres qui sont concernés, et si je comprends bien, il s'agit plutôt de sources d'arbres qui viennent de Scandinavie, mais on a aussi des arbres qui viennent de la partie centrale de l'Europe, dans les grandes données dendrologiques de Bungen, par exemple, ou des deux côtés des Alpes. En fait, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'individus vivants qui réagissent différemment par rapport à l'environnement. Et que, d'une certaine manière, des mots comme optimum médiéval ou âge glaciaire obéissent à la fureur des scientifiques et des historiens de tout périodiser. Et à partir du moment où on met une étiquette, on a l'impression que à un moment donné, sans doute quelque part dans le Xe siècle, et de façon continue jusqu'au renversement du XIIIe siècle, on a été dans l'optimum médiéval. Non. Le climat est une affaire de géoclimat, de bioclimat, et notamment dans les régions scandinaves, il y a de véritables changements de rythme qui font que, par exemple, au moment où on appelle le Groenland l'île verte, il ne fait pas très bon sur le continent européen. Et donc ça, c'est évidemment une chose que la pratique de la modélisation a tendance à effacer. Pour un historien, chacun des 50 000 échantillons est un élément de savoir. Tandis que pour le climatologue, c'est un élément dans une machine et dans un modèle. Et donc, je crois qu'il faut vraiment souligner cette idée, mais dont on se rend bien compte aussi aujourd'hui. Vivre le réchauffement climatique en Bourgogne ou en Poitou et en Bretagne ou dans les Hauts-de-France, c'est pas du tout la même chose. Même si les paramètres généraux, mais la perception est tout à fait différente. Et les avantages, il y a des gagnants et des perdants. Donc, la dimension, pour moi, locale et régionale est fondamentale. Il y a de vrais changements de longue durée, donc de l'échelle climatique. Il y a de vraies discordances entre, par exemple, le bassin méditerranéen et l'Europe continentale. Et donc, il faut vraiment tenir compte de cette complexité. Et le boulot des historiens, c'est quand même de rappeler que les choses sont complexes.
Et d'où l'importance de croiser les approches, justement. Anouchka. Oui, je voulais quand même prononcer ici le nom du grand historien du climat Emmanuel Leroy-Ladurie, parce qu'il a introduit tout de même avec effectivement Hubert Lamb, le britannique, cette périodisation qui est donc petit optimum médiéval, petit âge glaciaire et finalement le réchauffement récent. Là, je pense à un des derniers livres qu'il a écrit, Histoire humaine et comparée du climat. Mais dans son histoire du climat depuis l'an 1000, il introduit cette périodisation. Donc là, à l'époque, l'idée, c'était justement de faire comprendre que le climat, il dit au début qu'on a l'impression qu'on a affaire à un paysage presque immobile, mais il n'est pas immobile. Et il insiste sur le fait qu'il est animé de lentes fluctuations. Parce qu'on pouvait penser effectivement que le climat, c'était quelque chose qui ne bougeait pas. Et faire une histoire du climat, ce geste-là, je crois que c'est 1967, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire, l'idée que le climat évolue. Alors effectivement, la question c'est, est-ce que les historiens du climat nous entraînent du côté, enfin disons, s'exposent plutôt à une lecture climato-sceptique, c'est-à-dire qui reviendrait à dire, après tout, dans le passé, il y a eu des périodes de chaleur, en quoi la période qu'on vit actuellement est inédite. Alors là, on fait appel tout simplement d'ailleurs à par exemple, cette courbe des températures. Là, c'est très évident. On a parlé pendant un temps de courbe en crosse de hockey. Je ne sais pas si les climatologues le disent, donc les météorologistes ou les climatologues emploient encore cette expression courbe en crosse de hockey, c'est-à-dire que tout d'un coup, à partir de je ne sais pas exactement quelle date, pour Leroy-Ladurie, le réchauffement récent, il date de la fin du 19e, de 1860 à peu près, mais le caractère accusé de la courbe est quand même beaucoup plus récent. Voilà, donc il fallait faire cette histoire, c'est historiciser le climat pour comprendre dans quelle situation aujourd'hui nous nous trouvons. Donc là, en diapositive, vous avez un graphique représentant l'évolution des températures moyennes mondiales depuis 1850. Donc on voit bien que c'est exponentiel à partir de la fin du XXe. On voit bien la montée en flèche des températures moyennes. Donc là, on est d'accord. Courbe en crosse de hockey, donc. Oui. Vous connaissez l'expression, oui, effectivement, vous l'employez? Non, moi je ne l'emploie pas. Non, je l'emploie pas. Donc là, c'est à l'échelle mondiale. Donc on va se rapprocher plus localement pour notre pays. Là, donc du coup, ça part à partir de 1930. Donc on voit quand même qu'on a eu quand même une petite chute avec les hivers 54 et 56. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler avec l'abbé Pierre. Et donc on voit bien, c'est bien représentatif, on voit bien le Mini en 1956, et à partir de 1970, on voit vraiment une progression constante, et nettement plus à partir de 2010. Donc ça, c'est à l'échelle de la France. Et j'ai fait une petite statistique pour les habitants de la Vienne. J'ai fait une rétrospective des 25 premières années du 21e siècle, mais uniquement basée sur les anomalies d'été. Je n'ai pas pris la température sur l'année entière, mais vraiment sur les étés, en sachant que si vous regardez les anomalies de température, elles sont beaucoup plus importantes en hiver en France. Donc je voulais prendre la saison la moins représentative en anomalies positives. Et là, on constate que c'est assez flagrant. Depuis 2010, on a vraiment une augmentation constante de l'anomalie positive sur le département de la Vienne. Donc là, c'est sur Poitiers-Biard, mais je l'ai fait également sur 2 autres stations. Une sur le nord, c'est celle de Loudun, et une qui représente le sud du département, à Mauprévoir. Donc là, je ne l'ai pas mis en diapositive, mais ça donne le même constat, même peut-être un peu plus important sur le sud de la Vienne, à Mauprévoir. Est-ce que sur les premiers points qui ont été abordés jusqu'ici, il y a d'ores et déjà des questions ou des remarques? N'hésitez pas d'ores et déjà à intervenir. J'aime bien des fois pas garder le temps d'échange à la fin. Personne? Non? Bon, alors,
je vous propose qu'on continue et qu'on revienne sur une expression également, tant qu'on est sur les mots, qu'on avait envie d'aborder justement pendant cette table ronde. C'est cette expression de dire « de mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça ». Lorsqu'il y a un hiver très rude, lorsqu'il y a une tempête impressionnante, est-ce qu'on a une idée des premiers moments où on croise cette expression? Quel sens on peut y mettre? Quelle nuance? Je sais que c'est une expression que vous, j'allais dire affectionnée, mais vous parlez des fois, peut-être pas affectionnée, mais voilà. Je ne sais pas, Joël, est-ce que tu l'as rencontré, cette expression? Alors moi, j'ai pas rencontré cette expression, mais j'ai rencontré des expressions à peu près similaires, toujours dans ce journal extraordinaire que je vous invite tous à lire si vous ne connaissez pas, qui est le journal du bourgeois de Paris, vous savez, pendant la guerre de 100 ans. Donc on est au début du XVe siècle, et donc il utilise très souvent des expressions pour les phénomènes météorologiques et pas pour autre chose. C'est ça qui est intéressant. Voilà par exemple ce qu'il dit pour l'année 1434, où il y a eu un gel épouvantable. Et ensuite, il s'est mis donc à faire très chaud au mois de mars. Et donc, c'était très surprenant, le passage du février. Et il dit « Jamais homme n'avait vu à son vivant tel mars ». Hein. Vous avez encore d'autres expressions du type, alors pour une fois, pour du beau temps, le plus bel août qu'on eût jamais vu d'âge d'homme. C'est merveilleux. Voilà. Et en général, l'expression habituelle, c'est « comme on n'en a jamais vu ». Voilà, c'est vraiment ça le tour le plus courant, en fait. Oui, moi, j'ai fait aussi un petit repérage, par exemple, en avril 1570. Donc là, je ne suis pas vraiment dans mon siècle, mais au-delà du Moyen-Âge. À propos d'une inondation à Lyon, on a pu entendre « Il n'y a de mémoire d'homme qui se puisse souvenir de semblable » ou une crue de la Loire en 1661, la plus grande et la plus impétueuse qui ait été vue de mémoire d'homme vivant. Alors, je vous ai parlé de la grande tempête de 1703 sur les îles Britanniques. C'est pareil, hein, la terre fut ébranlée et trembla, etc. Donc, le sentiment de quelque chose de complètement exceptionnel. L'expression dérèglement des saisons est aussi très présente. Et à propos de l'hiver 1709, qu'on appelle encore aujourd'hui le grand hiver, hein, c'est le grand hiver 1709. D'ailleurs, je crois qu'il y a une image là, enfin, un frontispice étrange qui est presque pas à la gloire. Non, oui, il y a celui-là. Moi, je pensais à un autre, mais c'est très bien. Voilà, c'était ça, le grand hiver de l'année 1709. Alors, jamais homme vivant de ce temps-là n'avait vu une chose pareille, dont il a bien coûté la vie à bien du monde. On ne recueillit ni blé ni vie. En fait, tu disais qu'on saluait de temps en temps quand même le beau temps. Et c'est vrai qu'en 1709, on a parlé du miracle de l'orge, puisqu'on a réussi à éviter une famine du type de celle qu'il y avait eu dans les années 93-94, je crois, 1693-94, en semant, de l'orge. Et ça a très bien fonctionné. Enfin, ça a pas trop mal fonctionné, disons. Voilà, donc cette expression de mémoire d'homme, on la rencontre en effet très fréquemment. Oui. C'est déjà le cas dans les annales royales, où on fait référence aux plus vieux au palais, qui se souviennent encore d'un hiver particulièrement froid dans les années 760. Donc, je pense que ça renvoie à la manière dont les connaissances écologiques se transmettent par la tradition. Et donc, de mémoire d'homme, ça veut dire, mais quand j'étais petit, mon grand-père a pu me dire qu'il s'était passé telle chose. Et c'est ce que les anthropologues appellent aujourd'hui les savoirs écologiques traditionnels, qu'on va trouver aussi bien chez les peuples premiers que chez les paysans, dans les sociétés rurales traditionnelles,
où il y a toute une série d'éléments qui concernent l'environnement, dont évidemment le temps, qui sont transmis par la tradition n'étant pas quelque chose qui remonterait à des siècles et des siècles, comme on essaye parfois de le prétendre, mais c'est simplement la mémoire sociale, collective d'un groupe qui va retenir des choses. Et c'est pour ça que, en travaillant sur la grêle, je m'étais intéressé aux statistiques qui ont été demandées au XIXe siècle, notamment quand les gouvernements ont voulu pousser les assurances agricoles. On a demandé au préfet de noter, commune par commune, les événements de grêle exceptionnels. Et on se rend compte en fait que dans des départements qui sont très exposés à la grêle, comme autour de Lyon, on retourne à Agobard, on a un événement hors norme, tout à fait hors norme, tous les 30 ans. Et si on a un événement tous les 30 ans, ben ça veut dire que ça rentre dans la mémoire collective et qu'il y a bien un grand-père qui a dû dire 30 ans après, ah ben oui, de mon temps, de mémoire d'homme, on a connu ça, mais il y a très longtemps. C'est marrant parce que j'allais vous demander, j'avais l'impression que ce de mémoire d'homme, au contraire, il nous donnait un petit peu cette impression que à chaque fois, on tomberait presque dénu de l'intensité de l'événement, comme s'il ne s'était jamais passé auparavant, alors qu'en réalité, si. Et finalement, ce que vous nous expliquez, c'est plutôt sur le lien avec la transmission de la mémoire, cette mémoire sociale collective, et au contraire, cette mémoire qu'un tel événement, justement, ne s'est pas passé. Vous voyez la nuance que je veux dire? Donc finalement, une expression qui nous montrerait plutôt qu'il y avait bien une mémoire de ces phénomènes-là à un niveau peut-être plus local que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. C'était ce qui me semble transparaître aussi. Je crois que le de mémoire d'homme, c'est surtout quand c'est imprévisible. Et donc il faut faire la différence entre les événements imprévisibles et les événements qui sont dans la règle. Qui neige en hiver, en Allemagne, c'est normal. Qui neige en hiver, toujours au 8e siècle, en Irlande, c'est pas normal. Parce qu'il y avait déjà la chanson de Bourvil sur les orangers. Et donc, de nouveau, on est à un niveau de complexité. La mémoire sociale collective est capable de retenir quelle est la durée du printemps météorologique dans des conditions particulières. Donc, si on va dans la Tarentaise, on sait que le printemps météorologique, ça dure 2 mois. Et on va éventuellement noter qu'il a duré plus longtemps. Mais l'idée que ça dure 2 mois, alors que ce n'est pas le printemps météorologique, enfin, le printemps standard, c'est quelque chose qui remonte effectivement de génération en génération, dans un phénomène qu'on devrait appeler traditionnel. Mais bon, je ne suis pas très à l'aise avec le mot tradition, parce qu'alors on a l'impression que c'est immémorial, ce qui n'est pas le cas. Et c'est une question que je pensais garder pour la fin, mais que j'ai envie de poser maintenant. Justement, c'est connaissance de ce que doit être habituellement le temps à une époque donnée, ou même la connaissance d'événements passés, plutôt à une petite échelle locale, avec cet aspect de mémoire sociale collective entre un groupe d'individus. Est-ce que, je pose la question comme ça, je ne sais pas forcément si vous avez des éléments de réponse, vous pensez qu'elle était peut-être plus présente auparavant qu'elle ne l'est aujourd'hui? On s'appuyait plus sur celle-ci, évidemment, comme on avait moins de connaissances globales aussi, auparavant qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est encore quelque chose qu'on va mobiliser actuellement ou pas? Quelle place? Cette mémoire collective à une échelle locale, justement, de ces phénomènes. Et c'est pas évident comme question, mais je voulais vous la poser aussi. Oui, c'est peut-être plutôt pour vous la réponse. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle existe, cette mémoire collective. Je veux dire, entre les générations, on est capable de
partagé. Ça, je veux dire, les plus anciens d'entre nous se rappellent de quelques grands hivers. On a parlé, je ne sais plus de quel, vous avez parlé de 56, celui-là est vraiment très ancien. Mais oui, mais il y a eu aussi, il me semble, des hivers dans les années 1985, et je vois que certains dans la salle hochent la tête. On s'en souvient, et des perturbations qu'ils ont engendrées. La sécheresse de 1976, on s'en souvient aussi, certains d'entre nous du moins, et c'est transmis. Alors, voilà. c'est Parce transmis. qu'on s'en souvienne oui. à l'échelle d'une vie me surprend absolument pas. Mais justement, je me posais la question de cette transmission entre génération et génération, à quel point elle était encore présente et à quel point on lui donnait autant peut-être de crédibilité qu'on pouvait lui donner autrefois. Voilà, mes questions que je pose de façon totalement ingénue après justement qu'on parle de ça et donc je comprends tout à fait. Moi, justement, je voulais vous demander la sécheresse ou la canicule de 76. On la met maintenant sur le compte du réchauffement climatique. Je rebondis parce que je me bats beaucoup avec des climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, justement sur cette fameuse année 1976. Il n'y a pas eu de canicule sur cette période, c'était une sécheresse de longue durée. Et la période de chaleur a duré la dernière décade de juin, 2-3 jours en juillet, et il y a eu des anomalies négatives en juillet et en août. J'ai d'ailleurs apporté des preuves sur mes réseaux. Donc non, il n'y a pas eu de canicule en 76. C'est vraiment la sécheresse qui a marqué les esprits, l'impôt sécheresse qui a été imposé aux Français. Et je pense que c'est ça qui est resté dans le déclic, où que, le Français devait contribuer un peu plus parce qu'il y avait de la sécheresse. Et ça a marqué l'esprit comme quoi c'était une canicule. Mais non, il n'y a pas eu de canicule sur cette année-là. En tout cas dans la région. Sans doute, mais moi j'ai le souvenir d'un été merveilleux, au moins au mois de juillet. Pas sur la région Poitou-Charentes en tout cas. Pas sur le Poitou-Charentes. Des réactions ou des questions par rapport à ces points-là? Non? Oui? Je vous passe le micro. La sécheresse de 1976, mes beaux-parents étaient en Irlande et en Écosse, ils n'ont pas eu une goutte d'eau, ce qui est déjà pas mal quand on est en Irlande et en Écosse. Bon, j'aimerais qu'on revienne sur un point qu'on a commencé à évoquer et où on a beaucoup de choses à dire. C'est sur les différents types d'explications qu'on peut apporter aux phénomènes météorologiques. On a d'ores et déjà expliqué qu'il faut distinguer, en particulier au Moyen-Âge, ce qui serait la cause première, liée au monisme, en fait, à Dieu, de causes secondaires qui, pour le coup, sont multiples et sont liées à des régimes de croyances, ou pas seulement de croyances, de vérités, d'explications qui sont différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et peut-être commencer à revenir sur, par exemple, les tempestaires que j'évoquais en introduction? Oui, donc ce qui est intéressant, enfin je crois, avec le traité d'Agobard sur la grêle et le tonnerre, c'est que on a affaire à un fanatique. Je me permets simplement, c'est vrai qu'on l'a 810. cité tout à l'heure, mais Oui. voilà, c'est ça, Voilà, dire la date 810. parce qu'il me semble qu'on ne l'avait pas donné encore. Voilà. Donc on est quelques années avant la mort de Charlemagne, dans une région qui est une région très perturbée par les orages, à Lyon, et avec un personnage qui est tout à fait exceptionnel dans son monisme. C'est-à-dire que pour Agobard, ça ne sert à rien de s'interroger sur le comment, parce que le pourquoi est toujours le même. C'est Dieu qui est omniprésent et qui, en plus, est tel dans son action qu'on ne peut pas comprendre sa rationalité propre. Agobard va consacrer un traité contre le duel judiciaire en disant, vous voyez certainement, ne fût-ce que par Game of Thrones, deux champions qui s'opposent pour savoir qui a dit la vérité. Agobard dit, mais non, le seul être qui puisse déterminer ce qu'il a décidé de faire comme
comme victoire, c'est Dieu. Et donc, se servir de ça pour connaître une vérité est une erreur fondamentale. Quant à Gobard, dont l'œuvre avait disparu, est réapparu au XVIe siècle, il a été presque immédiatement mis à l'index et il est devenu une des lectures préférées des sceptiques, des protestants, des catholiques modérés, parce qu'il apparaissait comme finalement une lumière de rationalité dans un monde obscur. Et donc Agobard, effectivement, mène l'enquête. Il sait, parce qu'il a la pratique de visite paroissiale, que quand il y a des orages, on fait appel dans la région de Lyon à des personnages dont il dit qu'on les appelle tempestarii, donc des spécialistes de la tempesta, et qui ont normalement la capacité d'attirer l'orage et la grêle pour le faire tomber soit à un endroit où il n'y a pas de danger, sur des forêts, sur des rivières, etc., ou bien au contraire pour se venger. Et donc le tempestaire est toujours un personnage ambigu dans la mesure où, puisqu'il est capable de diriger la tempête et que l'orage de grêle et les effets des super orages sont souvent locaux, mais le tempestaire fait du bon travail dans le village, et puis les villages d'à côté ne sont pas contents du tout, et donc il va apparaître à la fois comme un sorcier noir et comme un sorcier blanc, pour utiliser. Et donc, ce qui est fascinant chez Agobard, c'est qu'il va se comporter comme Sherlock Holmes, et chaque fois qu'il va avoir affaire à quelqu'un qui va prétendre avoir vu en action un tempestaire, comme c'est contraire à l'idée fondamentale, les hommes ne peuvent pas maîtriser le temps puisque seul Dieu le peut, il va interroger ces gens, et bien entendu, comme on le voit avec les fake news aujourd'hui, ou avec ce qu'on appelle les légendes urbaines, la personne va avouer finalement que non, c'est pas lui, mais que c'est son voisin qui connaissait quelqu'un qui avait vraiment vu un tempestaire. Et donc, ça m'a aussi passionné parce que ça a un côté d'hyper contemporain finalement. C'est cette rumeur, c'est cette légende urbaine, cette légende rurale qui tout d'un coup se heurte à un personnage qui dit non, c'est pas possible. La cause première, c'est toujours Dieu. Donc l'idée qu'un homme puisse manipuler les météores, c'est une absurdité. C'est même pas quelque chose qui soit une hérésie, c'est une absurdité complète. Parce que le monisme installe un système du monde qui convient à Newton comme il convient à Agobard. En fait, un scientifique du XVIIe ou XVIIIe siècle, il est content avec le monisme, puisque tout ce qui est les causes secondes, c'est-à-dire pas le pourquoi mais le comment, est ouvert à la discussion. Et donc, je vais arrêter parce que je suis trop bavard, dans ces causes secondes, on peut avoir Aristote, mais on peut avoir aussi des éléments qui proviennent de la manière dont on se représente l'univers au Moyen-Âge, sous la forme en fait de 3 couches, la terre et puis l'air et l'eau du haut et l'air et l'eau du bas. Et en fonction de cette compréhension, on peut avoir des discours des discours philosophiques sur l'origine, par exemple, de dire voilà, si les tonnerres, si les séismes, si les tremblements de terre font un bruit de mugissement, on dirait aujourd'hui de métro, c'est parce que les tremblements de terre sont provoqués par l'échappement brutal de l'air d'en bas. Donc, vous voyez comment c'est un système de rationalité. Celui-là, il ne tient pas debout, évidemment, mais il permet de construire, chez le chevalier Calogrenant, pour faire un clin d'œil au littéraire, construire cette idée que la fontaine de Barenton, si on prend un peu de son eau et qu'on la fait tomber, va déchaîner des vents et des tempêtes venant de partout. C'est évidemment une merveille et en même temps une explication du monde. Joël, peut-être, oui. Mais
Moi, ce que je voudrais dire, en fait, moi, ce qui me fascine pour la période médiévale, alors qui est un peu postérieure par rapport à celle que vous étudiez, c'est cette espèce de multiplicité de savoirs, en fait, qui se combinent, qui se mélangent, qui parfois s'opposent. Donc, on a effectivement les savoirs aristotéliciens, d'origine aristotélicienne, où il y a un système général d'explication avec un système d'opposition entre le chaud, le froid, le sec, l'humide, qui se combinent avec des échanges permanents de matière. Et puis, on a aussi des tentatives de prévision du temps, donc avec en particulier tous les systèmes basés sur les textes arabo-latins. On a aussi une recherche en fait de ce qui peut permettre de comprendre le temps du côté du quotidien et du métier. Et moi, ce que je trouve extrêmement frappant, c'est que si on a à Gobard de Lyon, à partir du XIVe et du XVe siècle, on a quand même un certain nombre de textes qui expliquent que le savoir des marins et le savoir des agriculteurs pour le temps qu'il fait et pour prévoir le temps qu'il fait ou pour expliquer les différents vents est parfois infiniment supérieur à celui de la scolastique. Et ça par des auteurs de la scolastique. Donc il y a cette espèce de réflexion générale qui prouve qu'il y a quand même une préoccupation permanente du temps qu'il fait. On sait qu'on ne peut pas agir, effectivement, mais on sait que on peut tenter d'expliquer, de prévoir, d'anticiper, et aussi, notamment, de voir un peu quel est l'effet du temps sur la personne humaine, parce que ça, c'est une dimension dont on n'a pas parlé, mais il y a quand même tous les textes médicaux qui fonctionnent sur la relation de l'homme par rapport à l'air ambiant, et par rapport notamment à un air qui peut être corrompu et qui peut être à l'origine des maladies. Donc il y a tout cela qui s'entremêle, et c'est ça qui est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que, alors qu'on a un peu tendance à penser que le monde médiéval, c'est un monde où finalement l'homme médiéval est un peu dans une relation instinctive par rapport à son environnement, en fait, on se rend compte que c'est une période où il y a une réflexion permanente, alors qui peut se faire de manière très différente. Ça peut être effectivement avec des tempestaires parce qu'on essaie de trouver une rationalité. Ça peut être avec des processions qu'on va faire. Ça peut être avec des calculs astronomiques, des horoscopes justement pour prévoir le temps qu'il va faire, pour la bataille qui va venir. C'est très important. Ou ça peut être essayer de voir donc le vent qui va venir. Est-ce qu'il va provoquer du gel ou est-ce qu'il va provoquer de la pluie? Et où est-ce qu'on va mettre les arbres pour éviter qu'ils soient trop touchés par le vent, etc. Donc tout cela se mélange en fait. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Et effectivement, on va parler des processions, mais simplement avant, je rebondis sur le fait que vous disiez qu'on peut avoir cette image que à cette époque-là, l'homme était à la merci, on va dire, du temps, un fétu de paille face aux phénomènes climatiques qu'il pourrait y avoir, alors que non, et notamment parce qu'il y avait une connaissance justement également une connaissance météorologique de certains phénomènes. Et un petit point peut-être à souligner, c'est que même si on ne peut pas maîtriser le temps. Bon, certains demandent à des tempestaires de faire certaines choses, mais globalement, on ne cherche pas à maîtriser le temps. On peut par contre, peut-être dans la demi-heure qui précède, par exemple, un orage, et on en parlait lorsqu'on préparait cette table ronde, on sait reconnaître un nuage qui va éventuellement donner une pluie torrentielle ou de la grêle, et anticiper en rentrant son troupeau, par exemple. Peut-être une petite précision là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait omettre trop facilement. Oui, vous moquiez un peu des bateaux de nuages Oui, mais c'était de Magonia, mais de fait, les cumulonimbus ont une forme de proue de bateau, et donc les paysans qui sont capables de repérer les cumulonimbus savent aussi qu'ils ont un peu de temps pour peut-être une demi-heure, effectivement, pour s'abriter soi-même et abriter les bêtes. Pour les récoltes, c'est pas possible, ce qui explique la suite de l'anecdote rapportée par Agobard. Mais pour l'observation de la forme des nuages, il ne faut pas être un grand météorologue, ça fait partie justement de ces savoirs traditionnels, où
de génération en génération. On dit attention, s'il fait clair de ce côté-là, ça signifie telle chose, etc. On connaît ça par les proverbes météorologiques, les croyances locales. C'est quelque chose qui est encore vivant aujourd'hui et dont on ne doit pas priver les gens du Moyen-Âge. Je voudrais dire juste une chose à propos du monisme. N'imaginons pas que tous les archevêques et tous les théologiens étaient monistes. Dans le christianisme, il y a une tendance dualiste qui croit au contraire que le mal peut être fait, je dirais, en opposition à Dieu. Hein, c'est la présence de Satan. Et les choses vont très très mal tourner puisque à partir du XIIIe siècle et puis au XIVe siècle, quand on aura interprété des phénomènes dérangeants, notamment la grêle, l'orage, les maladies, et ainsi de suite, on va entrer dans une folie persécutoire qui est la chasse aux sorcières, où on va expliquer qu'en fait, il existe des pactes entre un certain nombre d'hommes et de femmes et des démons. Alors on revient, les démons, nous, c'est compliqué, parce que les démons, c'est les démons aristotéliciens aussi. Et donc, dans ceux qui formulent ces théories abominables qui vont alimenter la chasse aux sorcières, ben, il y a aussi des savoirs qui se percutent les uns les autres. Donc, retenons quand même, pour que ça ne soit pas trop, que Agobard n'est pas un modèle. Que même à l'époque d'Agobard, vers 820, quand les choses commencent à mal tourner dans l'Empire et qu'on commence à avoir le début des guerres civiles, il est prévu de mettre à mort les tempestaires. Et on trouve dans la Bible, évidemment, ce que Agobard n'y trouvait pas, qui permet de mettre à mort les magiciens. Et puis, à partir du XVe siècle, jusqu'à l'ordonnance de Louis XIV en France, ben, il y a ce phénomène de la chasse aux sorcières. Et cet extraordinaire changement de genre, de sexe du tempestaire, qui était toujours associé au sexe masculin jusqu'au XIVe siècle, et qui, à partir du XVe siècle, quand on regarde les statistiques des procès de sorcellerie, est majoritairement associé aux femmes, avec évidemment une aporie à résoudre, qui est comment est-il possible que des êtres aussi faibles et dépourvus de cervelle puissent provoquer des choses aussi dramatiques. Et on va expliquer, ben non, c'est parce qu'elles sont faibles que Satan peut, etc. etc. Et donc ça, c'est une chose qui m'avait fasciné dans mon enquête. En France, à partir du moment où l'État dit la magie n'est plus un crime, et où les parlements suivent avec un certain retard, les tempestaires redeviennent des hommes. C'est le curé du village ou c'est le rebouteux. C'est plus la vieille qu'on suspecte des pires choses. J'avais dit qu'on parlerait des processions, effectivement, parce que, alors qu'on soit moniste ou pas, on peut en tout cas demander à ce que Dieu vienne en aide pour le temps. Simplement une petite précision, parce qu'on parlait de la forme des nuages, où on peut deviner ce qui va se passer, et vous me disiez qu'il n'y a pas que la forme. Oui, après, pour parler de la grêle, Jean-Pierre t'en avait parlé pendant la visio, c'est surtout la couleur du cumulonimbus. Quand on voit que le cumulonimbus prend une couleur verdâtre, bleu azur, on sait que c'est un fort risque de grêle qu'il y a dessous. C'est vraiment déterminant. Et après, sur le grésil, on peut le voir aussi sur les rideaux, qui sont vraiment de rue et blanchâtres. Et là, vous pouvez être certain que c'est une averse de grêle qui approche de vous. Merci. Et alors,
pour parler des processions, je fais des fois des petits liens avec l'actualité et je crois que vous me l'aviez notifié. Je suis retombé dessus sans faire exprès en me renseignant, notamment après avoir regardé ce graphique sur lequel je vous inviterai à réagir. Mais en 2024, il y a eu à Perpignan, et c'était la deuxième année successive, une procession pour demander la pluie dans une région qui était particulièrement touchée par la sécheresse, avec quand même plusieurs centaines de personnes. Il faut savoir qu'en 2023, ça avait très bien fonctionné. Malheureusement, en 2024, pas du tout. Mais voilà, donc c'est un phénomène qu'on a encore aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on appelle les processions pro-pluvia, pour la pluie. Je crois qu'elles existent, je ne sais pas comment, il ne faut pas dire la nuit des temps, c'est absurde, pardon, entre savants, on ne peut pas dire des choses pareilles. Mais voilà, c'est très très ancien. Et effectivement, il y en a encore aujourd'hui. Alors, dans certains endroits, je crois que... je ne vais pas, parce que là, ça nous conduirait sur un terrain politique un peu glissant. Parce que je crois qu'à Perpignan, il y a un certain maire qui est favorable à ce genre de procession. Voilà. Mais il y a aussi ce qui est peut-être plus étonnant, je ne sais pas, mais il y a eu dans le passé, ça moi je le sais en ayant lu Emmanuel Leroy-Ladurie, mon maître, il y a eu très souvent des processions, alors pour la pluie, ça c'est sûr, mais aussi contre l'avancée des glaciers. On avait, alors c'est ce qu'il appelle, lui, le petit âge glaciaire, qui peut être discuté maintenant comme expression, mais je pense qu'il y a quand même cette période, elle a existé, plus froide dans l'histoire. Et les glaciers, c'est avéré, il y a eu des poussées glaciaires très importantes, notamment pendant ce qu'il appelle l'hyperpague, hyper petit âge glaciaire, au XVIIe siècle. Et certaines communautés villageoises, notamment dans les Alpes, organisaient des processions contre l'avancée des glaciers et donc demandaient à l'évêque de venir aussi bénir la procession. Et il se trouve que je suis tombée presque par hasard sur cette information selon laquelle il y a encore des processions, évidemment non pas dans l'espoir que le glacier va s'arrêter, mais au contraire qu'il va se reconstituer. Dans les Alpes, je crois, autrichiennes, il y a des processions encore aujourd'hui. Alors c'est évidemment marginal, mais tout de même. Donc ça, c'est une partie des réponses, disons, populaires. J'emploie ce mot avec précaution parce que je sais que tu as des choses à dire là-dessus, sur ce mot, sur ces mots, cette distinction savant-populaire. Mais disons que c'est une des réponses de certaines communautés à certains phénomènes météorologiques ou conséquences de phénomènes météorologiques inquiétants, puisque l'avancée des glaciers n'est pas un phénomène météorologique en soi, mais une conséquence du refroidissement. Alors il y a ça, mais il y a aussi les ex-voto qui... je crois que dans certaines églises, je suis sûre qu'on verrait ça à Poitiers, il y a encore des plaques assez récentes, je dirais, peut-être du début du XXe siècle, pour remercier. Alors, les ex-voto ne sont pas uniquement à motif météorologique. Très souvent, ce qu'on voit dans les églises, ce sont des plaques pour remercier, par exemple, la Vierge d'avoir sauvé un proche, un enfant, etc. On en voit un, là, justement, ex-voto, j'imagine. Peut-être le définir, et puis définir tout simplement le terme, déjà. Les ex-voto, alors je ne sais pas comment il faudrait, du point de vue latin, tu es sûrement plus capable que moi de le définir. En tout cas, c'est une façon de remercier. Donc là, c'est après coup. La procession, c'est avant. Ex-voto, c'est après coup. On remercie par un vœu, souvent la Vierge d'ailleurs, d'avoir évité notamment le décès par noyade au cours d'une tempête. C'est cela, les ex-voto météorologiques, soit des bateaux, comme vous voyez ici, qui sont, on en voit dans certaines églises, chapelles de bord de mer, mais je crois qu'on a aussi des ex-voto qui sont voilà, c'est ça, des petits tableaux avec des légendes
Pas toujours, d'ailleurs, des légendes. Je vois ici, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est souvent, évidemment, des villes de bord de mer. Oui, ben ça vient du latin, ça ne va pas vous surprendre, hein. Donc, à partir d'un vœu, hein, voilà, qui vient d'un vœu. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport au point qu'on vient d'aborder? Personne, n'hésitez pas, hein. Parce que comme on se rapproche un peu de la fin, après, j'aurai pas trop l'occasion de pouvoir vous donner la parole. Non, personne? Alors, j'aimerais peut-être revenir sur plusieurs points, en espérant ne rien oublier. On a évoqué, et comme on en a parlé, mais on peut en reparler un petit peu plus, de cet orage du 13 juillet 1788, où on avait, voilà, c'était la carte de Buage qu'on avait mise tout à l'heure. Et si je ne me trompe pas, on a parlé un petit peu de la façon dont il avait été présenté, raconté, mais on n'a pas spécialement, et on a parlé rapidement donc, du couloir qui avait eu lieu, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est de revenir justement sur cette notion de couloir. Et ce que vous nous expliquiez pendant la réunion de préparation, c'est que ces couloirs, en fait, eh bien, sont connus, et on peut avoir effectivement plusieurs fois des orages qui suivent le même couloir. Ce qui donc montre, s'il en fallait, on a vu évidemment tous les intérêts qu'il y a d'avoir différentes approches sur ces phénomènes, mais également le fait de voir comment dire, une historicité et donc une certaine une répétition sur des phénomènes en fouillant justement dans des archives et en retraçant là où des orages étaient passés. Oui, tout à fait. Jean-Pierre, tout à l'heure, tu as évoqué que la mémoire collective se rappelait des faits marquants à peu près tous les 30 ans. Là, moi, j'ai repris donc, la carte du 13 juillet 1788. Plus récemment, chez nous, je vous ai parlé tout à l'heure de l'orage du 25-26 juillet 1983. Le couloir était à peu près le même. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Peut-être pour les plus anciens, vous avez peut-être vous rappelez peut-être de cet orage-là qui avait frappé énormément les Deux-Sèvres et le sud de la Vienne. Il y avait eu d'ailleurs plus de 3 victimes dans des campings au Marais Poitevin et plus d'une dizaine de blessés. Cet orage m'a fait vraiment penser à l'orage qu'on a abordé tout à l'heure en 1788, parce qu'il a pris vraiment le même couloir avec les mêmes phénomènes, hein, donc des rafales de vent mesuraient plus de 160 km/h à Agnières-Souchet, beaucoup de grêle également. Et 30 ans plus tard, jour pour jour, la naissance de ma dernière fille, le 26 juillet 2013, donc 30 ans pile poil, le même type d'orage d'Ereco qui est parti des Landes et qui a traversé toute la France jusqu'à la Belgique, qui avait fait exactement le même couloir. De mémoire, je crois que Météo, la station de Poitiers-Biard avait relevé 140 km/h. Donc là, c'est plus récent. C'est pour ceux qui sont peut-être étudiants. Le campus universitaire de Poitiers avait été ravagé le 26 juillet 2013. Des arbres BTT, les feux tricolores au sol. Ce couloir a été de gros dégâts, a commencé à partir de Champagne-Mouton dans la Charente et a été jusqu'au niveau de Châtellerault avec un couloir bien délimité, 10-20 km de largeur à peu près. Chez moi, j'habitais à Lusignan en cette période. Mes 2 pommiers qui étaient centenaires sont tombés. Moi, j'ai relevé avec une station à 2 mètres du sol, non attachée, 100 km/h, elle s'est envolée, je l'ai récupérée 300 mètres plus loin. Donc c'était pour l'anecdote. Et c'était vraiment le même couloir, hein. Donc je vous ai donné la cartographie pour 1983, j'ai pas celle de 2013. J'ai pas pu trouver vraiment la trajectoire complète, mais voilà la durée de retour des phénomènes vraiment marquants pour les orages extrêmes. Donc voilà, ça c'est 1983. Ouais. Et c'en est de même pour la grêle. Notre région elle est assez affectée par les phénomènes de grêlons géants. J'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est avec toi, Joël. Le dernier en date épisode, c'était au mois de juin 2023, où il y a eu des ravages de grêle. J'étais à l'initiation de l'orage supercellulaire entre Épanne et Mosée-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres avec ma conjointe. Donc on était d'abord le cumulonimbus, la structure mésocyclone, supercellule. Et cette supercellule a été jusqu'à dans l'Indre, avec pareil un couloir de 10-20 km avec des grêlons de 7 à 8 cm jusqu'à 12 cm au blanc.
Je crois qu'il y en a un qui a été pesé à plus de 700 grammes. Et ce couloir a touché alors, le sud de Poitiers, Fontaine-le-Comte, Dissay, jusqu'à Châtellerault. Et sur ces épisodes de grêle, on connaît bien les couloirs, ils sont bien identifiés. Et la durée de retour, c'est à peu près tous les 10 ans de ces phénomènes de gros grêlons. Parce que la dernière en date était en 2013. J'étais en chasse ce jour-là sur le sud de Niort avec des amis. On a entendu comme un bruit de train de marchandises qui arrivait. Et en fait, c'est le bruit de la grêle qui se déplace. Et c'est pareil, des grêlons de 6-7 cm de diamètre. Donc ces couloirs sont bien délimités. Elles affectent essentiellement le pays mulhousien. Pour ceux qui habitent sur le secteur de Lusignan, Rouillé, sont très régulièrement frappés. L'INRA de Lusignan, d'ailleurs, tous les 4-5 ans, est assez serre ravagée par la grêle. Donc on commence à connaître un peu les couloirs sur au moins le département de la Vienne, et de Sèvres et de la Charente. C'est surprenant, ces fréquences qui sont données. Bah, c'est surtout la durée de retour, hein, parce que 10 ans, c'est pas très long. Après, en 2003, Et on explique le fait qu'il y ait cette périodicité par, Alors, non, pas du tout. Bah, après, sur notre région, j'ai pas d'explication. Sur le sud-ouest, notamment dans le Gers, c'est beaucoup plus fréquent. En fait, les départements les plus touchés par la grêle, c'est vraiment le grand sud-ouest. Le Bernay, jusqu'au Gers et la Haute-Garonne. Et eux, ils sont affectés 3-4 fois par an, et essentiellement au printemps. C'est vraiment quand il y a les grandes différences de masse d'air entre la sortie de l'hiver et l'arrivée du printemps. Et masse d'air froid contre masse d'air chaud provoque des gros contrastes thermiques et justement la création de ces grêlons géants. Anouchka, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais dire deux choses. D'abord, vous avez dit que vous étiez chasseur de nuages, d'orage, pardon. Oui, chasseur de nuages chez vous. Vous l'avez dit au début parce que je me souviens plus. Comme vous dites, vous avez dit à l'instant, j'étais en chasse du côté de. En chasse, en fait, le chasseur d'orage, en fait, c'est aller prendre de la photo des phénomènes orageux. Donc, moi, je préfère les phénomènes de nuit parce que c'est plus facile à photographier, les éclairs, mais également en journée parce que maintenant, avec l'évolution des nouvelles technologies, on a des cellules de déclenchement qui vous permettent de photographier des éclairs en plein jour. Donc voilà, en fait, la chasse aux orages, consiste à aller se rendre alors pas sous l'orage, parce que quand on est sous l'orage, on est sous la pluie, donc c'est difficile de prendre des photos, mais se mettre en périphérie, et Dieu sait que c'est de plus en plus difficile. Surtout de ces dernières années, c'est ce que j'ai mis une cartographie, plusieurs diapositives sur la fréquence des orages dans notre département, enfin dans la région en général. Non, celle de droite, c'est le. Si tu peux revenir sur on revient sur la grêle. Reviens sur la dernière. Oui, d'accord. Tac, voilà. En fait, sur la droite, c'est la carte. Voilà, en fait, il existe une association en France qui s'appelle le réseau ANELFA, qui met en place, installe principalement chez des agriculteurs, des grélimètres. Donc tous les départements que vous voyez en bleu ciel, c'est des départements qui sont concernés par le réseau. Donc en fait, ils mettent ça en début de campagne, donc en fin d'hiver. Ils les récupèrent généralement en début d'automne. Et les grélimètres, en fait, c'est des planches en polystyrène. Ils mettent sur une plaque, ils les laissent sur une saison, et à la fin de la saison estivale, ils les récupèrent pour déterminer le nombre d'impacts de grêle et la densité du grêlon. Et c'est ce qui permet de faire constituer une base de données des chutes de grêle qu'il y a sur ces départements. Donc, je voulais rebondir sur les orages et la fréquence des orages. Là, je vous ai fait une statistique sur 10 ans. Bon, voilà, c'est ça, très bien. Donc, la première carte, c'est l'évolution du foudrement en France depuis 2000. Donc, vous voyez, moi, j'ai commencé en 2000. Enfin, la passion m'est donnée après les deux tempêtes, Lothar et Martin, en 1999. Et j'ai commencé mes premières chasses l'été suivant. Et on voit bien qu'il y avait beaucoup plus d'orages, beaucoup plus de foudroiement sur la période 2000-2010, avec une grosse chute entre 2010 et 2017. Et 2017-2020, on a eu une grosse année 2018, si je ne me trompe pas. Et depuis, on est vraiment en grosse baisse de foudroiement, surtout dans notre département. Et le nombre de jours d'orage baisse progressivement depuis 2016. Alors exceptionnellement, je vais faire dommage pour un chasseur d'orage, effectivement. Ouais, je vais faire un édito demain sur ma page. Septembre 2025 a été très orageux sur le département de la Vienne, pour ceux qui y habitent.
D'ailleurs, je l'ai publié cet après-midi. On voit bien que le sud de la Vienne a été surreprésenté par le foudroiement. Donc un foudroiement, là, c'est vraiment des impacts nuages-sol. Ce n'est pas les éclairs que vous voyez, ce qu'on appelle des inter ou des intranuageux, qui sont uniquement dans la base du nuage. Là, c'est uniquement des impacts nuages-sol. C'est vrai que c'est intéressant comme données justement au niveau local parce qu'on on pourrait se dire qu'au contraire on a une augmentation plutôt de ce type de phénomène-là avec le fait qu'on a des phénomènes climatiques extrêmes avec le changement climatique qui sont plus présents. C'est encore des couloirs. Et en fait c'est voilà, des couloirs et des couloirs qui évoluent parce que oui. un très bon copain chasseur d'orage avec qui j'ai commencé d'ailleurs en 2000 a quitté notre région pour aller dans le sud-ouest parce qu'il s'est aperçu depuis 2016-2017 on avait une baisse de fréquence orageuse sur la région et il est parti sur le triangle d'or, enfin ce qu'on appelait le triangle d'or à l'époque. C'est entre Albi, Montauban, Cahors, et qui à l'époque était foudroyé. Il y avait une vingtaine ou une trentaine d'orages par saison. Et là, il regrette parce que même ce couloir est désuet. Là, maintenant, ça passe entre deux. Les couloirs bien identifiés, c'est le Médoc, la Dordogne et le sud de la Haute-Vienne, la Corrèze. Donc on est un peu squitché entre les deux. Et ces couloirs évoluent, je dirais, à peu près tous les 5 ans. Donc on n'a pas d'explication pourquoi. Là, cet été, on n'a pas eu une seule dégradation en flux de sud-ouest. On n'a eu que des orages venant de l'est ou du sud-est, ce qui est rarissime. Généralement, chaque saison, je fais au moins 3-4 chasses côtières. J'en ai pas fait une seule cet été. Donc, on dirait que vous êtes déçus. Oui, voilà, on sent tout à fait. Ouais, cette année, j'ai fait. C'est quand même un comble, alors qu'autrefois, je suppose je fais beaucoup moins de kilomètres qu'avant. Les paysans étaient certainement très inquiets, au contraire, en voyant, encore aujourd'hui d'ailleurs. Pourquoi dire autrefois? C'est encore le cas pour les vendanges, les moissons, tout de même, ça reste un problème. Donc, il y a vraiment deux perceptions là complètement différentes. Ouais, c'est vrai. Et ça m'invite peut-être comme question conclusive, mais je me tourne également vers le public parce que si vous avez une question, c'est le moment. N'hésitez pas. Non, évidemment, je n'aurais pas dû dire que j'avais une question conclusive avant, mais tant pis. On en a parlé plusieurs fois, on a souligné plein d'aspects et de réponses à cette question, mais comme justement tu évoquais cette évolution des couloirs d'orage et qu'on est à nouveau dans ce rapport à ce savoir, à cette connaissance, à cette historicité qu'on a justement sur les endroits où sont tombés et leur intensité, ces phénomènes climatiques extrêmes. Quels apprentissages on peut tirer de ce savoir commun accumulé au cours des siècles? On en a évoqué plusieurs, peut-être un dernier mot par rapport à ce point. Chacun d'entre vous, pourquoi pas? C'est parfois contre-intuitif, parce que quand je parlais de l'apparition des assurances rurales, agricoles, donc les assurances agricoles, ça apparaît en Suisse, donc dans une région où les orages peuvent faire beaucoup de dégâts, déjà à la fin du XVIIIe siècle. Et ça se développe vraiment sous le Second Empire. Donc il y a vraiment un effort de propagande vis-à-vis des paysans pour les amener à signer des polices d'assurance, dont les pourcentages, les primes varient en fonction du risque, c'est-à-dire que la prime est beaucoup plus forte pour le tabac et pour le raisin que pour les céréales, pas parce que les céréales valent, mais parce que le danger de voir détruire la récolte est plus grand. Et donc ça ne marche pas, parce que comme la mémoire sociale collective dit que ça arrive tous les 20-30 ans, on n'arrive pas à convaincre les paysans de s'assurer, parce qu'ils préfèrent prendre finalement le risque que de répondre à quelque chose qui est aussi très nouveau pour eux, qui est, enfin non, pas très nouveau, qui est alors qu'on a supprimé la dîme en 1789, de revenir à une autre forme de protection, mais qu'ils perçoivent comme extérieure. Et ce qui est très amusant, je crois que c'est de nouveau, c'est dans le centre de la France,
à un moment donné, les paysans prétendent que les agents d'assurance se déguisent en curés pour convaincre les paysans. Et on voit bien que, bon, l'anecdote fait sourire, mais elle dit quelque chose de très vrai entre les anciens spécialistes de la protection et les nouveaux spécialistes de la protection, et la confusion qui peut arriver entre les deux. Et c'est la même chose au XIXe siècle, par exemple, pour le choléra, où il y a un anticléricalisme rural très violent parce que les paysans sont persuadés que les prêtres viennent ensemencer le choléra dans leur région. Donc voilà, peut-être juste un dernier mot. Quand on vit en tant qu'historien le changement climatique et qu'on étudie ce genre de phénomène, finalement, ce qui est très difficile, c'est de comprendre ce qui est la musique générale cyclique, la règle, avec ces périodes plus chaudes, plus froides et ainsi de suite, qui reviennent d'une manière régulière, et cette musique autre qui est la musique de l'Anthropocène. Et je trouve que c'est vraiment très très frappant quand on voit la manière dont les journaux télévisés rendent compte. La grêle, c'est souvent le premier sujet, hein, la grêle et les inondations. C'est plus dans de la mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça, mais on peut le dire tous les ans, hein, qu'on n'a jamais vu ça de mémoire d'homme, que dans une manière de pédagogiquement ramener ça, quand c'est le cas, à des phénomènes qui sont des phénomènes climatiques et pas des phénomènes météorologiques. Oui, et c'est très vrai, et ça fait partie d'ailleurs de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'engagement climatique. J'espère que j'écorche pas le nom, parce que ça fait un moment que je n'ai pas relu le titre exact de cette charte, mais c'est justement exactement que lorsqu'un phénomène est lié, ou son intensité par exemple, au changement climatique, que ce soit explicité dans les médias, et que justement au lieu de simplement s'intéresser aux dégâts que ça a pu faire, il y a un peu de pédagogie dessus qui soit faite. C'est tout à fait très intéressant de le souligner. On peut continuer le tour de table par rapport à la question que j'ai évoquée. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire que l'idée d'un changement climatique anthropique, c'est-à-dire dont l'homme est à l'origine, n'est tout de même pas tout à fait nouveau, puisque au XVIIIe siècle, cette idée a commencé à émerger, et notamment, par exemple, Buffon, le grand, qu'est-ce qu'il faut dire, naturaliste, avait cette idée que la Terre, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, se refroidissait, et que pour lutter contre ce refroidissement général dont on allait être victime et dont on allait tous périr finalement, il fallait par exemple défricher. Donc vous voyez qu'il y a quand même des inversions de perception savante. Et je ne veux pas par là dire que, avec le réchauffement climatique actuel, on est dans une croyance. C'est pas ce que je veux dire. Mais enfin voilà, l'idée d'un changement anthropique, cette idée-là n'est pas tout à fait contemporaine. Moi, je reviendrai peut-être sur le Moyen-Âge et sur le fait que ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que le phénomène météorologique, finalement, n'est pas représenté en soi, n'existe pas en soi. Si vous regardez, par exemple, les Traits régisseurs du duc de Berry, pour lequel il y a une exposition magnifique, vous avez donc un calendrier. Et dans tous les calendriers médiévaux, c'est pas tellement le temps qui est représenté, c'est l'activité humaine. L'activité humaine qui change. Le paysage qui est le paysage provoqué par l'être humain qui change. Ainsi, dans le calendrier des Traits régisseurs, vous avez janvier, donc c'est un repas, mais février, vous avez le paysage de neige avec les paysans qui se chauffent ou qui vont chercher du bois. Vous avez ensuite toute une succession de représentations en fonction du mois et de l'activité humaine. Et je pense que quand même, c'est ça aussi qui est le centre de notre réflexion. C'est-à-dire que contrairement à une approche d'un météorologue, finalement, ce qui nous intéresse là, c'est moins finalement le phénomène météorologique en soi que plutôt la relation
que l'être humain a par rapport aux phénomènes météorologiques. C'est exactement ce que je voulais dire en conclusion, parce que je souhaitais citer François Clément, qui est historien et qui dit, je vais donc c'est quasiment ça, c'est justement souligner que par rapport à ces phénomènes, leur dimension historique, socio-historique, on pourrait dire littéraire aussi, apparaît à peine dans le travail que font les biologistes, les physiciens du globe, les climatologues, alors qu'elle devient essentielle lorsqu'on change d'échelle et qu'il s'agit de raisonner à hauteur d'homme. Bref, j'ai résumé. Et donc justement remettre cette part humaine par rapport à ces phénomènes qui, effectivement, comme vous le soulignez, apparaissent très clairement, par exemple, à travers ces représentations-là où c'est l'activité et non la météo elle-même. J'ai vu qu'il y avait une question, si ça vous va, comme je pense que c'était une question conclusive et qu'on est sur la fin de la table ronde, je vous propose de la poser juste après à nos intervenantes et nos intervenants, et si ça vous voilà, et pour être dans les temps. Et donc je vous remercie toutes et tous pour votre attention, et je remercie également nos 4 intervenants. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé à une table ronde un peu tardive.